Echoes Studio. Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode et le thème d'aujourd'hui est la consommation en vrac. Donc pour cela, j'accueille Myriam Benmouaz. Bonjour Myriam, comment vas-tu ? Ça va super et toi Célia ? Eh bien écoute, je vais très bien, merci. Donc toi Myriam, tu es la fondatrice de l'Intendance que tu as fondée en septembre 2022 et qui propose des produits alimentaires, cosmétiques, d'entretien bio, naturel, durable et sous emballage 100% zéro plastique. J'espère que j'ai bien tout dit comme il fallait. Alors juste fondée en septembre 2019, mais sinon t'as tout bien résumé. Autant pour moi. Donc pour résumer, avec l'Intendance, tu offres la possibilité aux consommateurs de consommer des produits en vrac, livrés directement chez eux ou en point relais. Tu auras l'occasion juste après de nous expliquer un petit peu plus en détail le processus en termes de logistique notamment. Mais pour commencer, tu peux peut-être te présenter puis nous raconter un petit peu l'histoire de la naissance de l'Intendance. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Myriam Benmouaz, j'ai 33 ans. J'ai grandi au Maroc et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans pour faire une classe prépa. Et j'ai un parcours un peu classique, école de commerce. J'ai travaillé dans des entreprises tech et en capital investissement avant de vouloir créer mon entreprise et aligner mes valeurs avec mon travail au quotidien. Et c'est là, je suis partie un peu d'une friction que j'avais moi en tant qu'utilisatrice qui avait envie de consommer de manière plus durable et qui faisait mes courses en vrac en réalisant que c'était pas vraiment pratique pour créer l'Intendance. Et donc j'ai commencé à réfléchir au sujet en août 2018. J'ai créé la structure en novembre 2018. Donc l'Intendance est née en septembre 2019 et c'est le premier site pour faire toutes ces courses de produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien sans plastique avec un système de consigne généralisé sur les éléments en verre. Au démarrage, on a démarré avec 150 produits et puis on s'est aperçu que ce qu'on construisait au-delà d'une marque de relations fournisseurs fortes, c'était un vrai système de gestion informatique pour gérer du vrac et le faire passer à l'échelle. Ok, très bien, merci. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, en 2030, il sera imposé aux grandes et moyennes surfaces de consacrer au moins 20% de leur surface de vente au vrac. Mais il y a aussi un décret qui est sorti et qui dit que les producteurs devront dédier 5% de leur production au vrac ou à la consigne d'ici 2023. C'est une très belle avancée. Est-ce que toi, tu peux nous faire une petite rétrospective de l'histoire du vrac en France, son évolution, la standardisation de la consigne ? Ouais. Alors ce serait plutôt complexe parce que le vrac finalement ça existe un peu depuis toujours avant qu'on invente les emballages. Donc dans les grands marchés, dans les caravansérails, ça a toujours existé jusqu'à l'essor de la pétrochimie et le fait qu'on réalise que c'est moins cher, plus pratique d'un point de vue logistique d'utiliser des emballages plastiques. Mais pour prendre quelques tas de clés un peu de ce qu'on appelle vrac, c'est en 1975 qu'on ouvre le premier magasin vrac à San Francisco qui s'appelle Rainbow Grocery, qui est un magasin militant. Et ensuite, dans le milieu des années 80, il y a l'apparition de quelques initiatives de vrac dans les marchés. Et en 2013, en fait, en France, on dénombre que 2 boutiques en France. Et c'est à partir de là que ça s'est développé de manière assez significative et que là, en 2020, on était à 460 magasins de vrac en France. Et entre-temps, donc il y a eu tout un tissu, un écosystème d'acteurs qui s'est créé, notamment le réseau Consigne, qui est une association interprofessionnelle, donc des professionnels du vrac qui promeut le développement de ce mode de consommation, et le réseau Consigne aussi en 2020. Et là, pour donner un peu une idée, le vrac, ça représente 1,3 milliard de chiffre d'affaires annuel. Mais c'est que 0,75% de la part de marché de l'alimentaire. Alors même que c'est l'une des préoccupations premières des Français quand on fait un sondage, c'est de réduire ces emballages au quotidien. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est en forte croissance. Et aujourd'hui, le vrac, on dit que c'est un relais de croissance pour le bio. Il y a une étude qui a montré qu'il est en croissance de plus 8% par an. Alors que le bio est un petit peu, il connaît une croissance un peu atone en ce moment, et un vrai marqueur de ça, c'est qu'on a pu définir, la loi climat a défini de manière précise le vrac comme la mise à disposition aux consommateurs de produits présentés sans emballage, en quantité choisie
dans des contenants réemployables ou réutilisables. Et donc, c'est un mode de consommation qui peut être proposé en libre-service ou en service assisté et qui peut être fait aussi en ligne. Mais bon, précisément, en fait, le vrac, c'est pouvoir se servir directement et dans des contenants réemployables et réutilisables. Donc, à ce titre, l'intendance, sur certains produits, on ne fait pas de vrac, mais on présente des produits présentés dans des emballages consignés. Voilà. D'accord. Bah, justement, en parlant de l'intendance, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le concept de ton entreprise? Bien sûr. Donc l'intendance, c'est une entreprise, ESS. Je reviens juste sur pourquoi en fait on a créé l'intendance. C'est vraiment en constatant que d'une part on produit trop de plastique et qu'un tiers des 450 millions de tonnes de plastique qu'on produit chaque année sont dédiés aux emballages, qu'il est peu recyclé, il finit enfoui ou incinéré. L'impact de l'incinération, c'est 450 millions de tonnes de CO2 par an, et on jette dans la nature 80 000 tonnes de plastique par an. C'est quand même beaucoup. Et il y a des chiffres Considérable, que ça se dégrade pas totalement, ça se dégrade en microplastiques qui finissent par remonter la chaîne alimentaire. Et il y a un chiffre un peu effarant qui a été communiqué par le WWF, c'est qu'on ingère 5 grammes de microplastiques par semaine, l'équivalent d'une carte bleue. OK. Et donc ça, tu vas me dire comment on fait, parce que j'ai pas l'impression de manger du microplastique. Ça passe par manger du poisson, boire de l'eau en bouteille, par exemple. Tout ça, donc ça comporte des traces de microplastique. Donc ça, c'est d'une part côté plastique, et côté verre, on pense qu'on le recycle, mais les chiffres sont aussi assez considérables. C'est 2,3 milliards de tonnes de verre qu'on casse chaque année, parce que le circuit, c'est bien le recyclage, mais ça fait quand même utiliser des ressources et faire fondre du verre pour le refaire, à fondre à 1500 degrés. Donc, il vaut mieux réemployer que casser et recycler. Et il y a une statistique de l'ADEME qui dit que si on parvient à généraliser l'usage de la consigne en France, on diminue de 75% l'impact des émissions de GES versus le recyclage. Donc, partant de ce constat, on s'est dit, bon, le vrac, c'est chouette, mais pour les consommateurs, on n'a pas tous la chance d'avoir un magasin près de chez soi qui fait du vrac. Quand on l'a, on n'a pas tout le choix possible pour que ce soit une véritable alternative à ces courses du quotidien. Et la logistique des contenants est plutôt complexe à manier parce qu'il faut penser à les prendre le matin pour espérer pouvoir les remplir le soir avant d'aller chercher les enfants en sortant du bureau, donc complexe. Et donc c'est pour ça que du coup on a créé l'intendance en essayant de que ce soit un one-stop shop, désolé pour l'anglicisme, mais vraiment un endroit où on peut faire toutes ces courses et que ce soit pas juste un endroit pour des courses complémentaires. Voilà. Et donc on travaille en direct avec les producteurs qu'on essaie de faire passer au vrac et à la consigne. On a dans notre entrepôt une structure qui permet justement de conditionner en fonction de la quantité désirée par le client. Dans du craft, pour tout ce qui est sec, donc on a une transition vers le verre qui est vers les bocaux progressifs, mais pour des raisons logistiques, de poids, etc., il y a encore une partie qui est conditionnée dans du papier craft. Et tout ce qui est liquide, humide, pâteux, c'est dans des bocaux, bouteilles, flacons, voilà. Et ensuite, on livre aux clients. À Paris, et en région limitrophe, et à Lyon et Villeurbanne, on livre à vélo. Et partout en France par voie postale. OK. Et en livrant, on récupère les contenants des fois dernières, que ce soit le pot de miel, la bouteille d'huile d'olive, la bouteille de gel douche, etc. Et nous, chez nous, ensuite, on a cette logistique inverse. On trie les contenants, le sale, on monte des palettes, on lave, et puis soit on réemploie quand ce sont nos contenants, ou bien on opère cette boucle vertueuse avec nos fournisseurs. Est-ce que du coup, tu penses que ça reste un mode de consommation très adapté à une personne qui vit au 5e étage sans ascenseur? Puisque du coup, il y a ce concept de consigne qui pèse forcément plus lourd qu'une bouteille en plastique ou du carton. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Oui, alors justement, nous, on a pas mal de clients qui nous écrivent de temps en temps pour nous dire faites bien attention, je suis enceinte, j'habite au 5e étage, je suis une personne âgée, et nos coursiers, ils sont briefés dans ces cas-là. En effet, donc oui, c'est complètement compatible. C'est fait pour tout le monde de limiter son impact, et en tout cas, nous, c'est notre objectif de pouvoir les y aider. Tu parlais tout à l'heure du fait que le marché du bio était en recul, hein, on le sait, on en entend parler. Est-ce que vrac signifie bio et forcément local? C'est une question intéressante parce que justement, on a cette perception parfois que le vrac peut être plus cher. Et en fait, pourquoi on a cette perception-là? C'est parce qu'on compare des produits qui ne sont pas exactement les mêmes. Souvent, les produits qui sont présentés en vrac en magasin sont bio et issus de circuits courts,
et donc ont un prix au kilo un peu plus onéreux que quand on les compare à de la marque distributeur de fonderie. Mais donc pour répondre à ton point, on peut trouver du vrac non bio, on peut trouver du vrac non local. Nous, on essaie d'identifier des partenaires de vrac qui sont bio et locaux, tant que possible. Et inversement, finalement, on peut faire du vrac qui ne soit pas bio et qui soit pas local, et c'est pas plus cher que des produits préemballés. Au contraire, le vrac à qualité égale est 10 à 20% moins cher, ça dépend des produits. Ok, bah écoute, ça répond à ma question suivante qui était est-ce que le vrac ça coûte plus cher? Du coup, merci pour cette réponse complète. Est-ce que chez l'intendance, on trouve tous les produits dont on peut avoir besoin pour la vie quotidienne? Eh ben, c'est notre travail et c'est notre grande passion, c'est d'essayer d'aller vite et d'essayer de proposer la plus large gamme de produits pour couvrir les besoins du quotidien. Donc aujourd'hui, je pense que, enfin, à ma connaissance, on est quand même l'acteur qui propose la plus large gamme de produits sans plastique et consignés, alimentaire, cosmétique, entretien, et puis on a introduit le frais. On propose de la mozzarella sans plastique et consigné, des yaourts, du lait, etc. Donc on trouve pas encore tout, mais notre écueil, c'est justement d'aller discuter avec les fournisseurs, de les faire passer à la consigne. Donc les faire passer à la consigne, ça consiste en quoi? Ça consiste à leur demander de récupérer les contenants et de pouvoir les laver. Donc que le contenant il soit standard, que les étiquettes elles soient hydrosolubles, qu'elles partent au lavage, donc nous qu'on puisse apposer QR code pour justement les suivre, etc. Et donc, on ne trouve pas encore tout, mais on y travaille. Et justement, pour reboucler un peu sur l'évolution réglementaire, tu as donc la loi climat qui dit que 20% des surfaces de la grande surface, 20% des surfaces des grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés doivent être dédiées à des produits en vrac, donc dans des contenants réemployables. Et il y a un récent décret qui dit que les producteurs doivent dédier 5% de leur production à des produits présentés dans des emballages réemployables d'ici janvier 2023. Et donc, c'est quand même demain. Et Mmh. c'est assez conséquent finalement comme chiffre, d'autant que les 5%, c'est d'abord pour les producteurs qui ont un chiffre d'affaires plus de 50 millions, il me semble, de mémoire. Et ensuite, c'est par palier, quoi. Donc, OK. ouais, je pense que oui, on travaille à pouvoir tout proposer et que ça va bien se démocratiser dans les mois à venir. Au-delà justement des décrets et des lois, est-ce que tu penses que, un producteur aujourd'hui, il est plus gagnant en termes de rémunération à travailler avec, par exemple l'intendance, qu'avec, des mastodontes de, l'agroalimentaire? Nous, on travaille en direct avec les producteurs et en effet, on ne négocie pas les prix avec eux. Donc OK. pour nous, c'est un peu une complexité de pouvoir offrir aux clients un produit qui est pas cher, enfin qui est au standard marché du bio, tout en incorporant des frais logistiques de conditionnement, de packaging qui est dans un packaging qui est plus onéreux que le packaging enfin qui est déjà conditionné de manière industrielle et plus léger et plastique. Euh, euh, donc, on négocie pas les prix avec les producteurs, mais si on était plus gros et en effet les grandes surfaces, les négociations qui ont lieu avec les géants de l'agroalimentaire, oui, c'est plus favorable de travailler avec nous. D'accord. Du coup, aujourd'hui, vous êtes principalement un site de vente en ligne, avec lequel on se fait livrer, directement chez soi ou en point relais. La prochaine étape, c'est quoi? C'est l'ouverture de magasins en physique? Alors, on aimerait beaucoup, mais bon, on n'a pas encore les moyens pour ça. En revanche, on a envie de rendre la transition vers un mode de consommation consigné et responsable pratique pour le client. Donc, on a envie d'être partout. Et donc, Mmh. on a envie d'aller dans des magasins et de proposer aujourd'hui notre gamme de produits consignés dans les magasins. On est déjà présent dans 2 magasins aujourd'hui sur un certain nombre de références et on va être présent dans une petite dizaine de shops, de magasins d'ici la fin de l'année. On a hâte de vous y retrouver. La plus grosse difficulté pour, en tant qu'entreprise, c'est quoi aujourd'hui, et surtout en tant qu'entreprise du vrac? À quoi tu dois faire face? C'est quoi ta plus grosse difficulté? Alors nous, notre promesse, c'est pas d'emballage à usage unique non biodégradable et d'offrir la plus grande, la solution pour faire toutes ces courses en plastique consigné. Donc on a une complexité assez importante, enfin un challenge qui est lié à nos opérations.
Donc, on a des opérations aujourd'hui qui sont assez solides parce que sur toute la chaîne de valeur, on maîtrise. Et donc, il y a l'onboarding de nouveaux fournisseurs parce qu'il faut les passer à des process de conditionnement qui sont adaptés. Harmoniser aussi notre gamme de contenants parce que lorsqu'on récupère les contenants sales, il faut que on dédie pas trop de surface, nous, dans notre entrepôt à des contenants qui soient diversifiés. Mais au-delà de ça, finalement, notre modèle opérationnel complexe, c'est notre force et c'est ce qu'on a réussi à construire et c'est ce qu'on maîtrise à la perfection. Donc c'est top. Ensuite, il y a une deuxième difficulté qui est être au prix juste tout en ayant finalement les contraintes qu'on a, voilà. Et la troisième, c'est nous faire connaître auprès de nos clients dans un contexte où il y a des acteurs de e-commerce qui ont levé des sommes assez considérables. Et donc pour ça, finalement, on ruse et on fait comme on peut. Voilà. Et puis on passe sur le podcast de The Big Shift pour se faire connaître un petit peu aussi. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu surtout. Alors cet épisode n'est pas terminé, hein, ne vous sauvez pas, chers auditeurs. J'ai une question, comme je la pose toujours à mes invités, c'est est-ce que tu as un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs ? Avec plaisir. Ouais. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui me parle, c'est que face à la crise climatique, on se demande vraiment quel est l'impact des gestes individuels et c'est vrai que c'est peu de choses par rapport au changement systémique qu'il faudrait amorcer, mais au-delà justement des décisions qui peuvent être prises au niveau des pouvoirs publics, des grandes entreprises, j'ai l'impression que l'impact individuel, c'est un nouveau geste civique et j'y crois à fond. Donc voilà. Ok, donc que chacun passe à l'action. Absolument, que chacun passe à l'action. Très bien. Et ma dernière question bonus, c'est comment est-ce que toi, tu vis actuellement la crise climatique ? Je pense comme beaucoup, comme un grand nombre d'entre nous, c'est assez préoccupant, c'est plutôt flippant, mais je varie entre être optimiste et voir qu'il y a des solutions et penser que la science peut nous y aider et au contraire me dire mince, où est-ce que ça nous a mené, mais globalement je suis optimiste et je pense qu'on va pouvoir trouver des solutions, mais qu'il faut vraiment que ça passe par un changement de mode de consommation et une vraie prise de conscience plus large que là où on en est aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup Myriam d'être passée sur le podcast. C'était un super épisode. J'ai hâte de vous voir partout. Et d'ailleurs, j'hésiterai pas à aller faire un tour sur le site pour tester. Et puis, voilà, j'espère vite te retrouver, de vous voir partout, de voir que ça fonctionne et que ça prend de l'ampleur surtout. Et puis, je pense que les nouvelles lois qui sont en train de passer, les décrets, tout ça vont vous y aider. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Un grand merci Célia et on y travaille. À bientôt. Et je vous en prie, à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.